remercier Mme Aminata Traoré, le ministre Mme Aminata Traoré, qui nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui en venant du Mali, dont la situation, nous le savons, n'est pas des plus stables ces derniers temps et qui absolument rentre dans l'objectif que nous nous sommes fixés pour cette association. Je remercie aussi très chaleureusement mon ami Pierre Péan, qui est en effet à l'origine d'ailleurs de cette réflexion. Je me souviens sur un bout de trottoir, un jour on a fait le monde et puis on s'est dit qu'il fallait peut-être que certains prennent la responsabilité de dire certaines choses. Même si sa modestie doit en souffrir, je dois vous dire que Simone Bernard Dupré, c'est une amie qui m'honore de son amitié, c'est une grande dame qui m'honore de son amitié. Vous créez aujourd'hui l'association Simba pour la dignité de l'Afrique. Quel est exactement son objectif? L'association Simba, c'est pour la dignité de l'Afrique. Il y a des interventions qui rentrent en Afrique de manière tout à fait, je veux dire, inadmissible. Il y a des ingérences tout à fait inacceptables. Alors le but aujourd'hui, c'est tout simplement de faire face à ces ingérences, d'abord par une approche tout à fait explicative, par une approche informative, mais aussi, quand ce sera nécessaire, par tous les moyens juridiques qui sont à notre pouvoir pour qu'on puisse arrêter et qu'il y ait un peu plus de respect pour ce continent et pour ces peuples. Je me souviens du jour où, parlant de l'arche de Zoé, l'ancien président de la République disait « J'irai les chercher quoi qu'ils aient fait. J'irai les chercher quoi qu'ils aient fait. » Cette affirmation a retenti dans ma tête comme un boulet de canon. Je me suis posé la question si cette affirmation, si cette déclamation, si cette déclaration pouvait être faite pour l'Amérique latine, si elle pouvait être faite pour l'Asie, si elle pouvait être faite bien entendu pour l'Europe ou bien l'Amérique du Nord. Force a été de constater que ce n'était pas possible. Pourquoi l'Afrique subsaharienne semble-t-elle ouverte à toutes les ingérences et à toutes les interventions? Qu'est-ce qui justifie aussi que pour creuser un puits dans cette partie du monde, on a besoin d'une ONG ou parfois même tout simplement d'une patrouille scout? Il n'y a pas de scouts en Afrique. Nous sommes dans l'imaginaire collectif des peuples barbares et des sociétés barbares et incapables de se développer et incapables de gérer correctement leurs ressources. Et voilà, tout est là. Et nous, le fait est que nous participons, nous y croyons. Et ce qui se passe aujourd'hui au Mali procède du fait que certains ont des certitudes. Et les Africains mangent de ce pain-là. Et les peuples, une bonne partie des peuples croient que c'est les Occidentaux qui viendront nous sauver. D'ailleurs, tout ce que les dirigeants, tous ceux qui sont tombés, ceux qui sont arrêtés, ils n'ont que ce qu'ils méritent, mais de la part des autres. Et ça ne peut que conforter les parrains internationaux et leurs relais africains dans les formes d'agression aujourd'hui auxquelles nous assistons au nom de la démocratie et de la protection des civils. La France vient d'élire un nouveau chef d'État et de choisir un nouveau gouvernement. Qu'attendez-vous du nouvel exécutif français? Nous avons eu beaucoup de promesses de la part de la France. Nous avons entendu parler de la fin de la France-Afrique. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs, parce que ça ne se décrète pas. Nous avons entendu parler de l'Afrique qu'il faudrait libérer et tout le reste. Je ne pense pas que les décisions doivent venir d'ailleurs. Je pense que le nouveau gouvernement va s'atteler à démanteler tous ces vestiges du genre franc CFA, tous ces vestiges d'une époque révolue et dont les peuples en ont assez. Des interventionnismes du genre ONG, que nous puissions effectivement avoir les moyens de dire aux ONG arrêtez. Donc de manière, on dira générique, c'est qu'aujourd'hui, la fin de la France-Afrique, entre guillemets, qu'on a tant décrété et jamais réalisé, que nous puissions enfin la voir. Qu'est-ce qui justifie encore aujourd'hui le franc CFA? Qu'est-ce qui peut justifier le franc CFA? Le besoin d'adosser cette monnaie à une monnaie plus forte. Mais alors, comment survivent ceux qui n'ont pas besoin de franc CFA? Est-ce que les économies africaines du franc CFA sont plus solides que les économies des pays comme la Mauritanie et tous les autres pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine qui ne sont pas adossés à une monnaie dont on nous dirait qu'elle est forte?
Je me suis efforcé aujourd'hui de faire coïncider la sortie de ce petit livre que j'ai intitulé L'Afrique humiliée avec le lancement de cette association. L'Afrique est la terre élue pour que s'exercent toutes ces violations du droit international. La justice internationale est une bonne chose. Sauf que, quand cette justice-là suit toujours les mêmes, jamais les autres, elle a toujours un mode de sélection particulièrement ciblé, cela nous interpelle forcément. Un des thèmes que je crois qui n'a pas été cité beaucoup, que je peux reprendre et que j'espère que tous les deux et d'autres encore nous allons essayer de travailler, c'est sur le rôle véritable des ONG en Afrique et pour montrer qu'il y a sûrement peut-être du bon, mais il y a aussi des tas de choses à analyser, de voir comment les ONG peuvent être instrumentalisées. Ces mêmes ONG-là sont-elles capables d'aller demander des comptes à telle nomenclatura de tel pays du Maghreb qui n'est pas loin? Est-elle capable d'aller demander des comptes au patron du Brunei? Est-elle capable de demander des comptes aux Qataris qui, semble-t-il, investissent pas mal en France? Nous étions d'accord pour dire que cette justice-là avait des relents coloniaux très importants. Pourquoi et comment à Paris on pouvait s'arroger le droit de juger au nom des peuples africains, de juger des Africains. On est tellement frustrés de tellement de choses que dès qu'un d'entre nous fait quelque chose, on veut le détruire et qu'on ne veut pas accepter qu'il y a un leader, et c'est dommage. Comment se construire ou se reconstruire? Comment exister? Comment lutter? Comment aider notre Afrique à être plus forte et à peser au regard de nos identités qui ont été mises en pièces depuis des décennies, depuis des siècles? Si nous avions cette capacité-là à avancer ensemble, à réfléchir ensemble, eh bien peut-être que 50% des combats que nous entamons de façon trop individuelle, eh bien, seraient remportés. Quels sont les moyens d'action que vous pouvez vous donner? Ces moyens d'action sont effectivement l'intervention au niveau des colloques, au niveau des petits déjeuners, au niveau de l'information que nous ferons passer. Nous espérons que les médias nous donneront la même écoute qu'ils donnent à ceux qui sont en face. Et évidemment, comme je l'ai dit, par tous les moyens de justice possibles pour pouvoir porter plainte, ester en justice contre ceux dont nous pensons que leur action est néfaste à l'Afrique. Alors, notre objectif, c'est comme pour les autres, d'user tous les moyens dont nous disposons, d'user de tous les outils d'information dont nous disposons, mais aussi d'user de tous les outils juridiques dont nous pouvons disposer pour ne pas laisser l'impunité, pour ne pas laisser des mots, pour ne pas laisser des comportements, pour ne pas laisser des prises de position. Nous userons essentiellement, j'insiste, de l'information et de la formation. Nous userons, nous espérons, des relais médiatiques. Mais j'insiste là-dessus que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour nous dire que nous userons de tous les moyens pour que la dignité de l'Afrique soit reprise en compte, pour que le respect des uns et des autres soit repris en compte. Deux questions plus personnelles. Vous êtes l'auteur du best-seller « Je suis noir et je n'aime pas le manioc ». Vous avez souvent été perçu au sein de la communauté africaine comme un traître. Comment se fait-il que l'on vous retrouve dans cette nouvelle bataille? Et justement, je vous remercie de m'avoir posé cette question. On m'a souvent pris pour un ami de la France, et je le suis, et je le revendique. La France est quand même mon pays. Comment pourrais-je haïr un pays que j'ai choisi? Et tout le combat que je mène, c'est aussi et peut-être surtout pour la France. La France est quand même la terre de liberté. La France est quand même la terre de l'égalité. La France est quand même la terre de la fraternité. Et si j'ai pu être perçu comme un ami de la France, je m'en félicite parce que c'est le choix de ma vie que d'être français. Alors à partir de là, ce nouveau combat, qu'on le perçoive aussi comme un combat qui est pour la France. Les ingérences ne font pas honneur à la France. Les bombardements ne font pas honneur à la France. Les ONG qui prennent l'Afrique pour un terrain, un champ de bataille totalement vide de toute âme, ne font pas honneur à la France. Que la France redevienne le pays qui respecte les peuples. Que la France redevienne le pays qui dit fraternité.
africaine qu'arrête d'être le pays qui héberge des réminiscences d'une période tout à fait révolue. Et c'est pour la France. Ce que je veux, c'est pour la France. Évidemment, aussi pour l'Afrique, bien entendu, qui est mon origine. Et les deux peuples ont une importance fondamentale pour moi. Les peuples africains et le peuple français ont une importance fondamentale pour moi. Et c'est pour les deux que je mène exactement cette action qui est la suite de la première. J'aime la France, j'aime l'Afrique. Et pour moi, que c'est les centres Confucius qui remplacent les centres culturels français, ça me fera de la peine. Mais si la France continue, évidemment, l'Afrique va la rejeter de manière parce que ça ne peut pas continuer éternellement. Vous avez été conseiller du ministre Éric Besson sur l'identité. Au cours d'une conférence de presse à Douala, vous avez dit, je cite, « La France ne doit rien au Cameroun ». Est-ce que votre action actuelle ne contredit pas un peu ce propos? Évidemment, j'ai été tout à fait encensé par certains quand j'ai dit la France ne doit rien au Cameroun. C'est vrai, Gaston. Je ne m'inscris ni dans l'esclavage ni dans la colonisation. Je m'inscris dans le ici et maintenant. Je disais tout à l'heure que combattre Jules Ferry du début du XXe siècle, c'est totalement anachronique. On ne fait pas de jugement anachronique. Il y a des Jules Ferry d'aujourd'hui, les ONG et tout le reste. C'est eux qu'il faut combattre. Donc, quand je dis la France ne doit rien à l'Afrique, c'est par rapport à l'esclavage et à la colonisation que je voudrais que le regard aujourd'hui soit porté entre les gens d'aujourd'hui. Je ne porterai jamais sur un Français d'origine, sur un Anglais, le regard d'un ancien colonisé, parce que je ne le suis pas. Je suis actuel, je ne suis pas ancien. Donc c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire à la France de quel droit vous intervenez en Afrique de cette manière de maître, comme si vous aviez des droits plus qu'un autre. Pourquoi ces leçons? Chaque peuple se construit par lui-même et avec ses amis, mais pas avec les maîtres. Manumission, le mot que nous avons choisi comme sous-thème de cette action, c'est manumission. Et Voltaire disait, personne ne reprochera aux Vénitiens de n'avoir pas demandé de manumission. Nous ne demandons pas de manumission. La manumission, c'est le décret qu'on donne à un esclave, vous êtes libre. Et ce décret-là, l'esclave n'est pas libre pour autant. Un décret ne fait pas la liberté. C'est le combat qui fait la liberté. Et c'est ce que Voltaire disait et c'est ce que nous disons. Nous ne voulons pas de manumission. Nous menons un combat pour la France. J'insiste beaucoup sur ce fait pour que la France retrouve sa dignité d'un peuple d'hommes qui ne vont pas s'aimer la pagaille un peu partout. Merci, M. Kelman. Merci. Mon maître à penser, France Fanon, dont je salue la présence de la fille dans cette salle, disait en ultime phrase, la toute dernière phrase de Peau noire masque blanc, « Ô mon corps, fais de moi un homme qui toujours interroge ».